Ok, alors bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus pour la conférence de Clément Caudron. Donc, je vous présente rapidement Clément. Je ne sais pas si vous êtes allé voir sur son site internet, mais Clément Caudron, c'est un ingénieur en aéronautique. Il a été formé à l'école centrale de Lille. Mais en fait, Clément, il est aussi passionné par l'écologie, la physique et par la politique. Clément, il a écrit un livre récemment, donc il est urgent de ralentir. C'est un manifeste pour une écologie rationnelle et émancipatrice. Donc en fait, c'est un peu l'étude des enjeux climat-énergie, mais avec une approche systémique et sur ses aspects techniques, politiques, économiques, etc. Donc cet événement est organisé par deux associations, Book en Transition et les Shifters. Donc moi, je vais présenter rapidement Book en Transition. Donc le collectif des villes en transition, ça existe depuis 19 ans, c'est initié par un Anglais, Rob Hopkins, qui a créé ce mouvement. Et donc, nous, Book en Transition, s'est créé il y a 3 ans. On a aujourd'hui 45 adhérents. L'idée de ces collectifs, en fait, c'est d'initier la transition au niveau local, de mettre les citoyens en action. L'idée de Rob Hopkins, c'est de se dire qu'en faisant des actions en proximité, c'était plus facile à mettre en œuvre, et qu'en agissant au niveau local, on allait faire bouger le national. Donc, pour ça, on a plusieurs thématiques. Nous, on est essentiellement axé sur la sensibilisation, avec l'an dernier un défi énergie qu'on avait fait avec les villes de Cabriès en transition et Simiane en transition, donc pour sensibiliser aux enjeux de l'énergie l'année dernière et collectivement par un challenge réduire notre facture d'énergie. Cette année, c'était plutôt un atelier de sensibilisation sur les déchets, où vont les déchets, donc on a fait plusieurs après-midi, et ça se clôture d'ailleurs le 16 mai, également avec Cabriès et Simiane en transition. Et après, on a des groupes thématiques. Donc on a un groupe d'énergie photovoltaïque pour développer l'autoconsommation collective. On a une AMAP, donc pour tous les côtés alimentation. On a un jardin partagé. On a également les mobilités douces, avec l'atelier réparation vélo tous les mercredis. Et après, on a des actions sur les déchets. Et n'importe quelle action que vous avez envie de monter avec nous, il suffit de nous rejoindre et de le mettre en œuvre à votre niveau, parce que le mouvement des villes en transition, c'est les citoyens qui agissent. C'est vraiment très collectif. Et d'ailleurs, on a laissé des papiers à l'entrée si vous voulez vous inscrire et en savoir plus. Donc je laisse la parole à Gilles, qui représente les Shifters d'Aix-Marseille. Alors on s'est associés, parce que dans l'idée, effectivement, d'avoir un peu plus d'impact en travaillant en réseau au niveau local, territorial, mais en réseau. Union des luttes pour de nobles idéaux. Donc bonjour, Gilles Goyer pour The Shifter. Donc The Shifter, c'est les bénévoles de l'association de Jean-Marc Jancovici, The Shift Project. Donc The Shift Project a publié en mars de l'année dernière le plan de transformation de l'économie française. Alors pour nous qui le soutenons, c'est un plan qui est enfin à l'échelle. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait tendance à voir beaucoup de petites mesures qui n'étaient pas à l'échelle. On le vivait comme du washing, c'est-à-dire comme quelque chose qui fait que il est urgent de ne rien faire, quoi. On nous sert de petites mesures et puis finalement il n'y a rien qui change. Donc on soutient cette vision de transformation profonde. Donc je vous encourage à le lire. Je ne vais pas être très long, donc je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a dedans. Bon. D'abord, j'aurais dû vous dire bienvenue, et puis merci d'avoir fait le déplacement. Et Clément Caudron, il est aussi The Shifter, donc il soutient ce plan de transformation de l'économie française. Et je vais terminer en disant deux choses. J'ai une mauvaise nouvelle, c'est que ça s'effondre. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que nous allons y arriver. Voilà. Merci, je laisse la parole à Clément. J'ai juste une question à vous poser. On va faire des photos d'ensemble, bien sûr pas trop précises, mais est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est juste pour mettre sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Qui ne dit mot consent? Allez, c'est bon. Merci. À toi, Clément. Eh ben, merci à tous. Un grand merci déjà pour votre invitation, pour toute l'organisation. Un grand merci donc à Book en Transition et aux Shifters. Je suis très content d'être là.
Vous venez de me présenter, donc j'ai rien à ajouter à ça. Peut-être une chose, c'est que je suis là au titre de l'association du jeu du système. Donc je vais peut-être dire juste quelques mots. Donc le jeu du système, c'est un jeu de débat participatif, ce qu'on appelle un serious game. Donc voilà, on s'amuse à débattre, à échanger des arguments. Et il y a 3 ateliers thématiques qui sont donc écologie, démocratie et économie. Voilà. Et donc moi je suis un des cofondateurs de l'association. Le jeu a été créé par Florent Noblen. Voilà. Et donc il reprend notamment certaines idées de mes livres, parmi de nombreuses autres sources. Et voilà. Et donc là, ce dont je vais vous parler ce soir, c'est de transition systémique, de comment on peut réussir une transition, de quels sont les verrous systémiques auxquels on doit s'attaquer, entre guillemets, pour réussir une transition. Et donc là, je vais m'appuyer autant sur le contenu qu'on peut développer dans le jeu du système que sur mes ouvrages. Voilà. Donc, l'idée ici, c'est... Donc on a un vaste programme, hein, vous l'avez compris, puisqu'on va essayer de traiter les choses de manière systémique. Donc évidemment, on ne va pas tout traiter en une petite heure, mais l'idée c'est quand même d'avoir une vue d'ensemble, et à ce titre-là, il y a 3 grandes questions dont on va parler successivement. Donc il y a évidemment la question écologique, qui je pense nous réunit pour un certain nombre d'entre nous. Je vais aller assez rapidement là-dessus parce que je pense que les gens de Book en Transition et des shifters sont globalement conscient des enjeux et acquis à la cause, si je puis dire. Donc je vais en dire un mot, mais je ne vais pas être trop long. Et je vais aller ensuite sur 2 autres questions qui sont donc la question économique et les questions démocratiques. Parce que, bon, évidemment, la question écologique, elle est centrale parce qu'elle est vitale, au sens propre du terme. Puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de l'habitabilité de notre milieu de vie. Mais pour faire les mesures de transition écologique, ou d'ailleurs de transition sociale, de toute transition, encore faut-il avoir la main sur l'activité économique. Et aujourd'hui, un sentiment qu'on peut avoir, c'est que le politique a quelque part perdu la main, qu'on a effectivement une économie en partie dérégulée, qui obéit difficilement aux politiques. Et donc la deuxième question, la question économique, ça va être comment le politique peut reprendre la main sur l'économie. Mais arrive dans la foulée une 3e question, qui est de se dire comment la population peut reprendre la main sur le politique. Parce que le politique aujourd'hui, c'est pas directement la traduction de l'intérêt général, malheureusement. Et donc, tout ça, évidemment, dépend des règles du jeu qu'on se dote, dépend des règles d'organisation de la vie politique, et on va voir que ces règles pourraient être un peu différentes pour que ça soit un peu plus démocratique, justement. Donc on commence par les questions écologiques. Et alors, évidemment, bon, la question écologique, elle est très très vaste, parce quand on parle de crise écologique, on parle d'une crise qui est multidimensionnelle, multifactorielle, et donc on a toute une série de problèmes de pollution locale et de pollution globale, et on a toute une série de problèmes d'épuisement des ressources. Donc effectivement, là il faut bien prendre les choses par un bout, et donc le problème quand même qui ressort parmi les autres, le problème numéro 1, c'est la question de la sortie des énergies fossiles. Pourquoi ? Alors, les énergies fossiles, elles sont omniprésentes. Aujourd'hui, c'est à peu près 80% du mix énergétique mondial. Et au niveau français, c'est un peu mieux, mais c'est quand même les 2/3. Donc ces énergies fossiles, elles sont omniprésentes. Et ça pose un double problème. Un problème de pollution et un problème de ressources. Le problème de pollution, c'est que ces énergies fossiles, elles sont au cœur du dérèglement climatique. La combustion d'énergie fossile, c'est à peu près 70% des émissions de gaz à effet de serre. Alors c'est pas 100% parce qu'il y a aussi la déforestation, l'agriculture, mais c'est un très gros morceau, c'est le très gros morceau. Et par ailleurs, de manière indépendante, ces énergies fossiles vont aussi venir à manquer, puisqu'elles constituent des stocks non renouvelables, disponibles une fois pour toutes dans les sols terrestres, et par conséquent, chaque fois qu'on pioche dedans, on vide le stock. Et donc là, les prospectivistes, notamment l'AIE, parlent d'un pic pétrolier pour la décennie à venir. Le pic pétrolier, c'est le moment où l'offre va décliner pour des raisons géologiques, pour des raisons de contraintes géologiques. Le pic gazier est annoncé à peu près dans les mêmes environs. Et comme toute notre économie dépend aujourd'hui de ces ressources, si ça s'épuise, ça va être un véritable problème. Et à ce problème géologique va venir s'ajouter un problème géostratégique pour les pays et les continents qui, comme le nôtre, n'ont pas d'énergie fossile dans leur sous-sol, ou plus d'énergie fossile, ou pas beaucoup.
Et donc là, on est entièrement dépendant des pays exportateurs, et donc on est dépendant de leur stabilité interne. Si un de ces pays s'effondre, eh ben, nos exportations les exportations de ces pays vers nous sont mises en cause. Il ne faut pas se fâcher avec le pays en question, et il ne faut pas non plus qu'il y ait une crise mondiale qui bloque les flux d'approvisionnement. Sinon, on a un vrai problème sur les quantités d'hydrocarbures disponibles. On peut avoir aussi d'ailleurs un problème sur les prix. C'est-à-dire que les prix des hydrocarbures, c'est quelque chose qui se forme sur les marchés internationaux, c'est les marchés financiers, le marché du pétrole, du gaz, etc. Et en cas de problème sur ces marchés, alors les prix évoluent en fonction de la conjoncture économique, de tout plein de choses. Et si on a un problème donc, qui fait que les prix explosent, bah, notre facture explose en conséquence et on n'y peut pas grand-chose. Donc on est extrêmement vulnérable. Donc en plus de dérégler le climat, les hydrocarbures nous enferment dans une dépendance qui peut être une catastrophe économique et sociale. Donc il faut faire une transition énergétique pour ne plus dépendre de ces hydrocarbures. Et donc là, une première... donc là je vais être d'abord dans un premier temps sur la transition proprement dite, et ensuite je dirai un mot sur la décroissance. La transition proprement dite, donc, c'est essayer de se passer des énergies fossiles autant que possible. Le premier grand degré de liberté qui vient à l'esprit, c'est l'électrification. On peut électrifier les transports, on peut électrifier les chauffages, on peut électrifier les procédés industriels, et si l'électricité en question est bas carbone, c'est-à-dire qu'elle vient du renouvelable ou du nucléaire, et ben on a décarboné l'usage en question. Donc ça, c'est clairement un gros pan de ce qu'il faut faire en termes de transition. Dans les scénarios RTE, par exemple, la part de l'électricité dans le mix énergétique total, elle monte à plus de 50%. Donc c'est vraiment, alors qu'aujourd'hui c'est 20-25%. Donc c'est vraiment, l'électricité est vraiment amenée à jouer un rôle majeur, et la quantité d'électricité consommée est amenée à augmenter, même si la quantité d'énergie est, elle, amenée à diminuer. Donc l'électrification, alors évidemment, renouvelable comme nucléaire, les deux vont poser des questions. Sur le nucléaire, on va avoir des questions de sécurité, de comment on se prémunit des accidents, et des questions de gestion des déchets. Et sur le renouvelable, on va avoir des questions de gestion de l'intermittence. D'accord ? Mais dans les deux cas, ces questions sont gérables, c'est des vrais sujets, on pourra en discuter, mais ces questions sont gérables. Mais s'ajoutent à cela des questions de rythme de déploiement. C'est-à-dire que si on veut être neutre en carbone à tel horizon, il faut faire très très vite plein de renouvelables et ou très très vite plein de nouvelles centrales nucléaires pour prolonger les existantes. Et ça, c'est un défi industriel qui est colossal. Et en plus de ça, l'électrification en tant que telle, c'est-à-dire typiquement électrifier le parc automobile, est quelque chose qui demande beaucoup de métaux. Donc on peut aussi avoir des limites qui arrivent de ce côté-là, si on ne fait pas de sobriété ni de recyclage comme on devrait en faire. Donc voilà, l'électrification, c'est un gros pan de ce qu'il faut faire en termes de transition énergétique. C'est pas la seule marge de manœuvre qu'on ait. On a aussi la biomasse, les biocarburants, le biogaz, le bois énergie. Donc, qui permet notamment de décarboner des choses qui seraient difficilement électrifiables, notamment dans les transports lourds, par exemple transport maritime ou aérien. Sauf que là aussi, c'est pas quelque chose auquel on peut avoir recours de manière infinie, puisqu'il y a une question de surface au sol disponible et de concurrence avec les usages alimentaires. Autre levier d'action, la chaleur renouvelable. Donc là, on y pense moins souvent, mais c'est typiquement la géothermie, les pompes à chaleur, qui sont comptés dans la chaleur renouvelable, et le solaire thermique par exemple. Donc c'est vrai qu'on pense souvent en renouvelables électriques, mais il y a aussi des renouvelables thermiques. Donc tout ça, c'est les grandes manières de changer de type d'énergie pour passer sur des énergies décarbonées. Et après, il y a l'angle d'attaque de se dire, faisons aussi de l'efficacité énergétique pour, à usage constant, consommer moins d'énergie. Tout court, qu'elle soit carbonée ou pas, moins d'énergie. Donc si on fait tout ça en même temps, et on consomme moins d'énergie, et cette énergie est moins carbonée. Ça, c'est pour diminuer ce qu'on appelle nos émissions brutes, c'est-à-dire ce qu'on émet. On peut aussi jouer sur l'absorption, c'est ce qu'on appelle sur les puits de carbone, et donc là, plus on arrive à réabsorber, l'idée c'est d'arriver jusqu'à ce qu'on appelle la neutralité carbone, c'est-à-dire où on réabsorbe tout ce qu'on émet. C'est-à-dire que le peu qu'on émet encore, on arrive à le réabsorber. Et donc là, on dit qu'on a zéro émission nette, c'est-à-dire les émissions moins les absorptions. Et donc ça peut être fait par des puits de carbone naturels, typiquement les forêts. Si on reforeste, un arbre en train de pousser, c'est un puits de carbone. Et ça peut aussi être fait par des moyens artificiels, mais dont la maturité et le passage à l'échelle restent encore à démontrer.
pour rester poli. Et donc, voilà, après, donc ça c'est une façon de faire, donc qui consiste plutôt à se focaliser sur la baisse de l'intensité carbone du PIB, c'est-à-dire chaque point de PIB, on va le décarboner. Une autre façon complémentaire, elle ne s'exclut pas l'une autre, c'est de dire on va diminuer le volume du PIB, donc autrement dit on va faire de la décroissance. Et on peut très bien faire les deux à la fois, on peut très bien faire la transition aussi vite que possible et de la décroissance si on estime que la transition ne suffit pas. Donc il y a des gens qui pensent que la transition suffit, donc qui sont dans une logique, on va dire, de croissance verte. Il y a des gens qui sont plutôt pour la décroissance et qui considèrent que la transition sera insuffisante, voire sera un leurre, sera contre-productive. Moi, je suis plutôt d'avis de dire qu'il faut faire les deux à fond, et que le problème est tellement urgent et tellement grave qu'on ne peut pas se payer le luxe de choisir entre l'un ou l'autre. Donc il faut faire, pour moi, de la décroissance et de la transition, et au sein de la transition, il faut activer tous les leviers que j'ai cités avant, pour minimiser les risques de ne pas y arriver, en fait, tout simplement. Donc, voilà, là j'ai un petit peu évoqué ce qu'il faudrait faire, mais maintenant la question c'est comment on le fait, parce qu'il ne s'agit pas de décréter qu'on va faire tant de renouvelables ou tant de nucléaire, par exemple, encore faut-il le mettre en œuvre, et ça veut dire que la volonté politique, on arrive à la traduire dans l'activité économique concrète. Et là, on arrive à la question du système économique. Et j'aurais pu y arriver par d'autres bouts, hein, parce que là je prends ça sous l'angle de la transition écologique, mais si on est dans une logique de transition sociale, par exemple on s'intéresse à la réduction des inégalités, à la lutte contre la pauvreté, à la lutte contre le chômage de masse, on va là aussi pas pouvoir se contenter d'objectifs politiques, il va falloir les traduire dans la vie économique concrète. Et donc là aussi, ça veut dire que le politique doit avoir une forme d'action, d'effet concret sur l'économie. Et donc comment on fait ça? Comment on fait ça? Le politique, en fait, il peut, donc c'est la puissance publique, l'État typiquement, il a plusieurs façons de faire. Soit il peut agir directement, donc typiquement par des investissements publics de transition écologique, ou en utilisant les entreprises publiques, typiquement dans les transports ou dans l'énergie, ou on peut être dans une action indirecte, c'est-à-dire en incitant ou en contraignant les acteurs privés à se comporter de telle manière. Et donc là, c'est typiquement, on subventionne ce qui est bas carbone, on taxe ce qui est carboné, on interdit ce qui est très carboné, ce qui devrait être rédhibitoire. Voilà, ce genre de choses. Où là, c'est l'État qui met un cadre pour que les acteurs privés se comportent de façon écologiquement vertueuse, là où ils ne le feraient pas forcément spontanément. Donc le problème de ça, pardon, c'est la le problème de ça, évidemment, c'est que si on est dans l'action directe de l'État, ça coûte des sous, c'est-à-dire ça demande des dépenses publiques supplémentaires. Et si on est dans j'agis sur le secteur privé, là ça va être par définition des contraintes en plus sur le secteur privé. Donc soit des taxes en plus, soit des réglementations en plus, etc. Et donc là, on arrive sur les verrous qui sont habituellement opposés dès qu'on essaie de changer quelque chose. Donc dès qu'on veut consacrer de l'argent public à une cause, en l'occurrence la transition écologique, on va agiter le spectre de la dette en disant l'État est en faillite, on vit déjà au-dessus de nos moyens, donc on ne peut pas se permettre de dépenser de l'argent pour ça. Ça va être, on va dire, la contrainte de financement. Et si on dit, par exemple, c'est pas grave, on va taxer les riches, et de toute façon on va taxer les riches et les entreprises au titre, par exemple, de la taxe carbone, et on va mettre des règles environnementales, des interdictions, des contraintes environnementales, là on va avoir deux autres réactions qui vont être attention parce que les riches vont partir, ils vont fuir à l'étranger et les entreprises vont se délocaliser. Et pour les entreprises qui restent, on va avoir la contrainte, donc ça ce que je viens de dire c'est la contrainte d'attractivité, il faut rester attractif pour les riches et les entreprises internationales. Et on a aussi la contrainte de compétitivité, c'est-à-dire que ceux qui restent, ils vont dire c'est très bien, mais le problème c'est que moi je ne suis pas parti, mais du coup, comme j'ai des règles environnementales en plus que n'ont pas les autres pays, moi, quand je suis en situation de concurrence déloyale vis-à-vis des importations. C'est typiquement une partie du discours qu'on a entendu quand il y a eu la crise des agriculteurs, par exemple. Donc la question maintenant, ça va être comment on répond à ça. Qu'est-ce qu'on peut opposer à ce type d'argument? Et donc je vais commencer par la première contrainte, la contrainte de financement, donc avec le gros sujet de la dette publique, qui est quelque chose d'un peu emblématique. Donc déjà, je ne sais pas si tout le monde est au clair sur les définitions, donc peut-être juste qu'on se comprenne bien. Il y a le déficit public et il y a la dette publique. C'est pas la même chose, donc le déficit public, c'est vraiment la différence entre ce qu'on dépense et ce qu'on gagne sur une année.
Si l'État dépense 100 et qu'il a collecté 90 par les impôts, il a 10 de déficit. Et du coup, quand il a du déficit, il va emprunter. Aujourd'hui, on emprunte sur les marchés financiers, donc auprès d'investisseurs qui évoluent sur les marchés financiers. Et chaque fois qu'on emprunte, du coup, ça s'accumule. Si d'année en année, on a un déficit, on accumule une dette. Et la dette publique, donc, c'est le cumul de tous les déficits passés, si vous voulez. C'est le stock de tout ce qu'on a emprunté par le passé et qu'on n'a pas encore remboursé. Et souvent, on parle en ratio d'endettement, c'est-à-dire que pour comparer la dette à quelque chose, on raisonne en dette divisée par le PIB, c'est-à-dire à tout ce qu'on produit sur une année. Alors, ce qui est déjà une comptabilité qui peut poser problème. Alors déjà, l'indicateur PIB, on pourra en discuter, mais même en admettant ça, c'est bizarre de comparer la dette qui est en stock au PIB qui est un flux annuel. Donc déjà, ça peut poser question. Mais bon, en retenant cet indicateur, donc généralement, on affiche le fait que la France vit au-dessus de ses moyens et en faillite, etc. En fait, quand on compare à d'autres grands pays, on n'est pas spécialement la situation française n'est pas spécialement catastrophique. C'est-à-dire que, là j'ai pris les chiffres de 2022, donc vous voyez, la France était à 117% du PIB de dette publique, mais on a d'autres grands pays, le Canada, le Royaume-Uni qui sont à plus de 100, l'Espagne qui est à 140, les États-Unis qui sont à plus de 140, le Japon, bon eux ils ont la palme, ça fait des décennies que c'est comme ça, mais ils sont à plus de 250. Donc en fait voilà, c'est beaucoup de grands pays, y compris de grands pays qui ont du succès économique, sont très endettés. Donc ça, je veux dire, c'est pas... il ne faudrait pas croire qu'il y aurait une exception française dans le mauvais sens du terme, où on serait les seuls à vivre au-dessus de nos moyens et à être endettés. C'est absolument pas le cas. Un autre comparatif qu'on peut faire, c'est de dire, mais est-ce que l'État est le seul à s'endetter comme ça? Parce qu'on pointe du doigt la dette publique, mais est-ce que c'est vraiment le seul problème de dette qu'on puisse avoir? En fait, si vous regardez la dette privée, en France, elle est plus importante que la dette publique. La dette privée, c'est 146% du PIB en France. Donc c'est plus important, c'est même beaucoup plus important que la dette publique. Et est-ce que c'est un problème? Pas spécialement. En fait, c'est pas anormal de s'endetter. Les particuliers s'endettent. Donc la dette privée, c'est les particuliers et les entreprises. Les particuliers s'endettent. Si vous achetez un appartement, par exemple, vous achetez un appartement ou une maison à 300 000 €, vous avez par exemple un salaire annuel de 30 000 €, vous êtes endetté à l'équivalent de 10 ans de votre salaire annuel. Donc si on traduisait ça en PIB, ce serait 1000% de votre PIB. Donc dit comme ça paraît énorme. Pourtant, il y a plein de gens qui font ça. Ce qui compte, c'est combien on rembourse chaque mois par rapport à notre salaire mensuel. Et là, il ne faut pas que ça dépasse un tiers. Mais pour l'État, en fait, c'est pareil. L'État, il a un stock de dette, mais qui va rembourser au fur et à mesure. Donc il n'y a pas d'alarmisme particulier à avoir, en fait. Et pour les entreprises, c'est pareil. Les entreprises sont tout le temps en train de s'endetter. Les grandes entreprises sont endettées. Et ce n'est pas un problème. Elles financent leurs investissements par la dette. Et ensuite, ces investissements, plus tard, leur rapportent de l'argent qui permet de rembourser leurs dettes. Et entre-temps, elles ont souvent contracté d'autres dettes. Et c'est quelque chose qui peut rouler comme ça. C'est pas forcément un problème. Et en fait, ce qui compte, parce que l'État a en plus une particularité, c'est celle d'être immortel. C'est-à-dire qu'un État, comme il est immortel, il n'a pas besoin de rembourser sa dette en fait. Il peut faire ce qu'on appelle rouler sa dette indéfiniment, c'est-à-dire que pour rembourser, il réemprunte à d'autres gens. Pour rembourser tels investisseurs, il réemprunte à d'autres investisseurs. Et il peut faire ça à l'infini en fait, c'est pas un souci. Les investisseurs sont remboursés, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle faire rouler sa dette, tous les pays font ça, et les grandes entreprises font ça aussi. Mais simplement, ce qui compte, en fait, c'est les intérêts qu'on paye. Parce qu'on rémunère les investisseurs pour le service rendu. Et donc, ce qui compte, c'est les intérêts qu'on paye. Et en fait, ces intérêts, tout dépend du coup du taux d'intérêt qu'il y a sur les marchés. Et il se trouve que ce taux d'intérêt a plutôt tendance à diminuer ces dernières décennies. Et donc, là, c'est ce que j'affiche là, c'est que depuis les années 90, la dette publique a explosé. Mais par contre, la charge des intérêts, elle a diminué. On paye moins d'intérêts qu'avant, en pourcentage du PIB, mais même beaucoup moins, 2 fois moins quasiment. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt étaient très hauts dans les années 90. Et aujourd'hui, ils sont très bas. Alors ils remontent un petit peu là, depuis 2 ans, mais... Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. On peut faire rouler la dette à l'infini, quand on est en état immortel. Tout ce qui compte, c'est les intérêts qu'on verse, et ça dépend du taux d'intérêt. Et le taux d'intérêt, il dépend de la politique monétaire, c'est-à-dire de l'action de la Banque centrale. Donc je ne vais pas détailler ce point-là, mais... Donc finalement, on se dit, ok, il y a la dette publique, mais pas pire que dans les autres pays, pas pire que le secteur privé. On paye des intérêts dessus, mais pas pire qu'avant. Donc en fait, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est une raison de s'interdire de faire la transition pour répondre aux plus grands problèmes du moment? Moi, je crois pas. Et
Et ça, c'est très important parce que là, ce que je décris, malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que on a eu en début d'année l'annonce d'une nouvelle vague de ce qu'on appelle l'austérité budgétaire, c'est-à-dire le fait d'aller compresser les dépenses publiques au motif qu'il faut rembourser la dette. Et quand on fait de l'austérité budgétaire, on tape sur les dépenses sociales, mais on tape aussi sur les dépenses de la transition écologique. Au motif qu'il y aurait un problème gravissime de dette publique, ce qui donc n'est pas le cas en fait. Donc la dette, pour moi, en tout cas aujourd'hui en France, je ne dis pas que ça ne peut pas être un problème, ça peut être un problème dans d'autres circonstances, mais aujourd'hui c'est clairement pas le cas. Et quand bien même il y aurait un réel problème, c'est-à-dire quand bien même les marchés financiers ne voudraient plus du tout nous prêter, pour imaginer une situation comme ça, ou alors on nous ferait payer des taux d'intérêt exorbitants, il faut avoir en tête qu'il y a une alternative en fait, parce que pendant longtemps, le financement de la dette publique et le financement de l'État en général ne passait pas par les marchés financiers. Il y avait le circuit court du Trésor, qui était un moyen d'emprunter directement auprès de l'épargne des ménages, et il y avait la possibilité de recourir à la création monétaire de la Banque centrale, directement. C'est-à-dire que la Banque centrale finançait par création monétaire le déficit public. Et donc là, vous ne passiez pas par les marchés, donc si les marchés n'étaient pas contents, ne voulaient pas vous prêter, ou vous faisaient des taux d'intérêt très élevés, en fait, c'était pas un problème. Et donc ça, en fait, c'est une question de règle du jeu. Aujourd'hui, ça, c'est interdit. En l'occurrence, c'est interdit par les traités européens. Mais ce n'est qu'une question de convention et de règle du jeu. On peut très bien revenir sur le fonctionnement qu'on a eu avant, pendant des décennies. Et quand bien même on ne voudrait pas faire ça, il y a aussi la question de l'annulation. C'est-à-dire que de nombreux pays dans l'histoire ont fait défaut sur leur dette. Partielle, donc sur une partie de la dette, ou totale. Et souvent, ça les a plutôt relancés économiquement. On pourrait y revenir si vous avez des questions. Mais voilà, il y a des exemples, même récents, de pays qui s'en sont plutôt sortis comme ça, en fait. C'est pas du tout... voilà. C'est quelque chose qui se fait, et la France l'a fait à de nombreuses reprises, d'ailleurs. Et dernière chose, s'il faut vraiment équilibrer les finances publiques, s'il faut absolument annuler le déficit et rembourser la dette, soit, mais à ce moment-là, ça peut être fait en allant chercher des recettes fiscales supplémentaires. On n'est pas forcément obligé de diminuer les dépenses publiques, notamment les dépenses dans la transition écologique. On peut très bien se dire, on va chercher des recettes fiscales supplémentaires, et on va éviter d'accabler les gens qui sont déjà en situation difficile, donc les moins aisés. On peut très bien aller augmenter les recettes fiscales en taxant davantage les grandes entreprises ou les plus riches. Mais ça, évidemment, si on fait ça, ce qui est totalement possible techniquement et qui a été fait à de nombreuses fois dans l'histoire, au moment de la reconstruction après-guerre en France, il y avait une fiscalité assez contraignante pour les plus riches. Donc la fiscalité, c'est globalement, pour les plus riches et les entreprises, c'est globalement effondré depuis les années 80. Et elle ne cesse de s'effondrer de mandat en mandat, toujours dans une optique de c'est les riches qui créent de l'activité, et puis sinon, si on les taxe trop, ils vont partir. Et donc à force de faire ça, par exemple, l'impôt sur les sociétés était de 50% dans les années 80. Il est passé à 33%, et sous Macron, il est passé à 25%. Donc c'est des évolutions récentes, des 40 dernières années, mais avant, c'était pas comme ça. Mais effectivement, à chaque fois, le truc qui revient, c'est de dire, oui, mais si on taxe les riches et les grandes entreprises, ils vont partir. Ils vont partir. Alors pourquoi ils peuvent partir? C'est ça la question. Et vu qu'à un moment dans l'histoire on les taxait, comment on faisait? Ils partaient pas du coup à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait que maintenant ils peuvent partir? Ce qui fait que maintenant ils peuvent partir, c'est un système bien particulier qui s'est mis en place depuis une quarantaine d'années qui s'appelle la libre circulation des capitaux. C'est un des aspects de la mondialisation. Vous avez la mondialisation commerciale, c'est le fait que les marchandises circulent librement à travers les frontières. Et vous avez l'équivalent financier, c'est la libre circulation des capitaux. Par exemple, dans l'Union européenne, la libre circulation des capitaux est totale, d'après les traités. Vous ne pouvez pas mettre la moindre barrière à la circulation des flux financiers. Et une fois que vous avez acté ça, là, c'est sûr que c'est très difficile d'empêcher les riches de partir. C'est sûr. Mais une fois que vous avez acté ça, vous n'êtes pas obligé d'acter ça. Ça a fonctionné différemment pendant des décennies. Pendant les 30 Glorieuses, ou dans les 3 décennies qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, vous aviez des marchés financiers nationaux relativement déconnectés les uns des autres. Vous aviez des contrôles des flux financiers aux frontières, et donc vous ne pouviez pas comme ça délocaliser une entreprise, vous ne pouviez pas comme ça acheter une entreprise étrangère, vous ne pouviez pas comme ça faire de l'évasion fiscale, c'était quelque chose qui était régulé. Et là encore une fois, c'est une question de règle du jeu et de convention, on pourrait très bien revenir à ça, et même y revenir unilatéralement, un pays tout seul pourrait le faire, puisqu'il s'agit de contrôler ses propres frontières. Il ne s'agit pas forcément il n'y a pas besoin de se mettre d'accord avec d'autres, si d'autres le font, c'est mieux. Mais on pourrait même commencer et le faire tout seul. Et même sans faire ça, vous avez même des techniques qui permettraient aussi de s'en sortir.
Les Américains, par exemple, font quelque chose qu'ils appellent l'exit tax. C'est-à-dire que si vous êtes citoyen américain, vous voulez fuir à l'étranger pour payer moins d'impôts, le fisc américain vous a identifié, il vous rattrape et vous devez payer la différence au fisc américain. Résultat, vous n'avez plus aucun intérêt à le faire en fait. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose c'est une question de règle du jeu. Les Américains ont cette règle du jeu, nous on n'a pas cette règle du jeu, on pourrait s'en doter. C'est une question de choix politique. Et après donc, la dernière contrainte qui revient à chaque fois, c'est la contrainte de compétitivité. Ok, imaginons que les entreprises ne partent pas, elles restent en France, malgré les règles environnementales ou sociales supplémentaires, mais on se dit, bah oui, mais du coup, elles sont victimes des importations venant de pays qui n'ont pas ces règles-là. Mais là encore, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a la libre circulation des marchandises, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a plus aucune régulation des marchandises aux frontières. Encore une fois, pendant les 30 Glorieuses, vous aviez un certain système de droits de douane, vous pouviez interdire certaines importations, vous pouviez mettre des quotas sur certaines importations, et d'ailleurs, de nombreux pays le font aujourd'hui. Voilà, autant en termes de capitaux qu'en termes de marchandises. Hein. Si vous essayez d'investir en Chine, je veux dire, tous les marchés ne sont pas ouverts aux investisseurs étrangers. Donc, là aussi, les Américains sont très protectionnistes, notamment vis-à-vis de la Chine d'ailleurs, et inversement. Donc là, c'est quelque chose qui est possible. Vous pouvez taxer les importations, vous pouvez limiter quantitativement les importations par des quotas, ou vous pouvez même interdire les importations. Vous dites, bah, en fait, nous, on a des règles environnementales rigoureuses sur notre sol, des pays qui produiraient des produits qui ne respecteraient pas ces règles, et bah, on interdit les importations dans ces pays. Enfin, on interdit les produits en question d'ailleurs. Il ne s'agirait pas de cibler un pays, en fait, il s'agirait de cibler des produits qui ne respecteraient pas ces règles. Donc ça, évidemment, il s'agit d'être bien clair. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prôner un protectionnisme agressif, parce qu'on peut avoir aussi ce discours-là. C'est-à-dire qu'il y en a pour qui le protectionnisme, c'est un moyen de défendre l'industrie du pays dans lequel on est contre les autres. Et de faire gagner des parts de marché aux dépens des autres. Donc c'est une logique agressive. C'était un peu la logique de Trump, par exemple. C'est un peu la logique qui peut prévaloir à l'extrême droite quand des gens défendent le protectionnisme. Mais c'est pas le seul protectionnisme qui existe. En fait, le protectionnisme est notamment défendu à gauche, par pas mal d'économistes et de partis de gauche. Et en fait, ça peut être un protectionnisme social et écologique défensif. Pas agressif vis-à-vis des autres pays, mais juste de dire on va se doter de règles un peu plus contraignantes et juste on se protège dans les mêmes proportions en surtaxant un peu ou en interdisant certaines importations. Et ça permet, une fois qu'on fait ça, on peut agir unilatéralement. On peut être le seul pays à agir, vu qu'on se protège de la contrainte de compétitivité comme ça. Et donc ça permet d'agir même si les autres n'agissent pas, et en espérant évidemment que les autres nous rejoignent, mais ça permet de ne pas avoir à attendre une synchronisation européenne ou mondiale qui arrivera on ne sait pas quand, alors qu'il y a urgence. Et en montrant l'exemple, si ça marche, il y a d'autres pays qui peuvent nous rejoindre pour le coup. Donc ça, c'était sur le volet économique de l'affaire, pour montrer que la dette publique ou la mondialisation financière et commerciale sont souvent présentées comme des verrous indépassables pour expliquer qu'on ne peut rien faire, alors que ce ne le sont pas. On peut totalement faire plein de choses, comme je viens de l'expliquer. Donc ça, c'était au niveau économique. Et maintenant, on va aborder le dernier volet, la question démocratique, la question politique. Parce que c'est bien beau de dire que le politique devrait reprendre la main sur l'économique, mais si c'est pour qu'il ait la main sur l'économique, mais qu'il soit totalement déconnecté de la population et qu'il oriente l'économie n'importe comment, on n'aura pas gagné grand-chose. Donc encore faut-il que le politique soit sous le contrôle de la population. Autrement dit, encore faut-il qu'on soit en démocratie, réellement. Et aujourd'hui, alors il ne s'agit pas de dire qu'on n'est pas en démocratie. On a quand même un régime de liberté individuelle. Moi, je peux faire une conférence librement pour critiquer le système. C'est quand même, voilà, on a une liberté d'opinion, d'expression, de circulation. Même s'il faut toujours être vigilant. Parce que je pense par exemple la liberté de manifestation ces dernières années eu un petit peu à souffrir de certaines choses. Et donc il faut toujours être vigilant. Mais globalement, on a quand même des libertés individuelles. Pas comme dans une dictature.
Mais par contre, ce qu'on n'a pas ou plus, à mon sens, c'est une capacité de décision collective. La capacité d'agir collectivement sur le destin de notre pays, en fait, c'est quelque chose qu'on a globalement perdu, pour autant qu'on l'ait déjà eu. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on n'a pas aujourd'hui, parce que la démocratie, pour moi, elle est foncièrement limitée. En gros, la démocratie, elle se limite aujourd'hui à voter une fois tous les 5 ans pour quelqu'un qui fera ce qu'il voudra pendant 5 ans. Donc, c'est pas zéro pouvoir, on a le pouvoir d'élire comme ça tous les 5 ans, mais enfin, c'est quand même assez limité. C'est-à-dire que... Et alors en plus, c'est tout ça avec un mode de scrutin qui est discutable, on va en parler, avec le fait que les promesses politiques n'engagent pas réellement les élus, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire l'inverse de ce qu'ils ont annoncé dans leur programme, avec le fait donc que les citoyens ne sont que des électeurs, ils n'ont pas d'autres moyens d'intervention plus directs dans la politique, et avec le fait qu'ils sont en plus informés par le système médiatique tel qu'il est aujourd'hui, qui a ses biais lui aussi. Donc, c'est là-dessus que je vais zoomer maintenant, là, dans cette dernière partie. D'abord, le mode de scrutin, c'est-à-dire la façon dont on vote. Ça, c'est quelque chose qui est largement critiquable. Aujourd'hui, au présidentiel, vous avez le scrutin uninominal à 2 tours. Donc, uninominal, on vote pour une personne, et ça se fait en 2 tours. Donc, d'abord, on a tous les candidats, et puis les 2 premiers, ensuite, vont au second tour, et on choisit entre les 2. Cette façon de faire, à laquelle on est habitué, on ne la remet même plus en cause, possède des biais très dommageables. Le premier d'entre eux, c'est que c'est complètement binaire. C'est-à-dire que vous choisissez une personne, et vous ne donnez absolument pas votre opinion sur les autres, et même votre opinion sur cette personne-là, c'est juste je vote ou je vote pas pour elle, mais il n'y a aucune palette possible. Et en plus, ça nous enferme dans des logiques de stratégie, de coup de billard à 3 bandes, de vote utile, de dire bah, lui je l'aime pas trop, mais il y a quand même plus de chances de gagner au second tour contre lui ou elle que j'aime encore moins. Et donc on est dans du barrage à l'extrême droite, ou dans du barrage à Macron, ou dans du barrage à... Et donc on est dans des stratégies comme ça, où on se pose même plus vraiment la question du fond en fait, la question du contenu des programmes, qui devrait être en fait la seule question qui vaille. Et donc là il y aurait des façons de faire différentes en fait, il y a d'autres modes de scrutin qui existent. Vous avez par exemple le scrutin au jugement majoritaire. Donc là, il faut s'imaginer, vous allez voter, vous avez la liste des candidats, et en face de chaque candidat, vous mettez une appréciation. D'accord? Donc, vous mettez, alors par exemple, il y a une graduation, je sais pas, vous avez 7 appréciations, de la pire à la meilleure, et donc vous pouvez dire, bah voilà, lui, je lui mets catastrophique, elle, je mets moyen, elle, je mets excellent, etc. Vous pouvez comme ça doser une appréciation sur chacun. Et ensuite, donc, il y a un algorithme qui calcule l'appréciation médiane de chaque candidat, et celui qui a la meilleure appréciation gagne. Donc ça permet de faire que vous devez vous prononcer sur chaque candidat. Donc même les petits candidats, vous êtes obligé de vous renseigner sur ce qu'ils proposent. Vous êtes obligé d'avoir un avis. Et ça fait que si vous aimez bien plusieurs candidats, bah, vous pouvez mettre des appréciations à plusieurs candidats. Et ça fait que s'il y a un candidat que vous aimez vraiment pas du tout, c'est pas juste que vous votez pas pour lui, c'est que vous lui mettez la pire appréciation possible, pour le sanctionner. Et donc là, typiquement, le coup du barrage, par exemple, s'il y a un parti que vous détestez, bah, juste vous le mettez à la pire appréciation possible. Et ça ne vous empêche pas, en parallèle, de voter pour celui que vous voulez vraiment, enfin pas de voter, justement, de mettre les meilleures appréciations à celui que vous voulez vraiment. Donc ça, c'est le jugement majoritaire, c'est une façon de faire. Un inconvénient, c'est que c'est un peu complexe, c'est-à-dire que si les gens n'y sont pas habitués, il faut quand même expliquer le truc, et ça pourrait paraître peut-être un peu opaque. Donc il y a un autre système un peu équivalent, mais un peu plus simple, qui est le vote par approbation. Donc là, c'est juste, en fait, vous allez prendre la liste des candidats, et à chaque fois, vous votez pour lui ou vous votez pas pour lui. Donc c'est binaire. Mais par contre, vous pouvez voter pour plusieurs candidats. Vous dites, bah, moi, il y a 3 candidats que j'aime bien, je coche les 3, et puis il y en a 5 autres que j'aime pas, je les coche pas. Mais déjà, ça permet quand même de sortir de cette logique de vote utile. Parce qu'on peut voter pour le petit candidat avec qui on est parfaitement d'accord, et pour le gros candidat qui a plus de chances de gagner. En même temps. On peut voter pour les deux en même temps. Et puis vous avez d'autres variantes, vous avez le vote à points, vous avez un certain nombre de points et vous les répartissez entre les candidats. Donc vous pouvez soutenir plus certains candidats et moins d'autres. Voilà. Donc ça, c'est une façon de faire déjà pour avoir un mode de scrutin beaucoup plus représentatif. Mais même si vous faites ça, ça n'empêchera pas que l'élu, une fois au pouvoir, dans le système actuel, il peut faire ce qu'il veut.
Vous pouvez très bien être élu sur un programme de gauche et faire une politique de droite. Je visais personne en particulier. Vous pouvez faire l'inverse aussi. En fait, en gros, il n'y a aucune contrainte légale ou constitutionnelle. Vous pouvez très bien n'appliquer aucune mesure de votre programme, ça n'aura aucune conséquence. Ce qui est incroyable en fait quand on y réfléchit 2 secondes. C'est-à-dire que c'est comme si en tant que consommateur, vous vouliez acheter une machine à laver, on vous livre, je sais pas, un grille-pain, et vous dites, mais c'est pas ce que j'ai commandé, on vous dit, ah oui, mais c'est comme ça, il n'y a pas de recours possible. Là, on parle de désigner nos représentants pour orienter la marge du pays, et c'est géré comme ça, c'est quand même incroyable. Donc on pourrait imaginer, moi c'est une idée que je développe dans mes bouquins, ce que j'appelle le mandat contractuel, c'est donc de dire que le programme politique, c'est pas juste quelque chose qu'on donne comme ça à titre indicatif, c'est un contrat avec la population. Et donc une fois que vous êtes élu, vous êtes obligé de respecter ce contrat, et si vous ne le respectez pas, il y a des conséquences. Alors après on peut discuter sur le détail, parce qu'on se doute bien qu'on ne va pas écrire à l'avance la moindre mesure dans le moindre détail. On se doute bien aussi que la situation peut changer. S'il y a une grosse crise qui arrive, il faut qu'il y ait des moyens de pouvoir redonner la main à l'élu pour qu'il puisse faire différemment de ce qu'il avait annoncé, parce que le contexte a changé. Mais il ne faut pas qu'il puisse le faire n'importe comment. Donc voilà, je détaille un peu quelles pourraient être les règles du jeu dans le bouquin, mais l'idée de dire en tout cas que voilà, il y a un contrat entre l'élu et la population, l'élu ne fait pas ce qu'il veut. Et puis, à chaque fois je parle d'élu, donc sous-entendu que l'élection serait en fait la seule façon de désigner des représentants. Mais il y a une autre idée qui est moins farfelue qu'elle peut y paraître au premier abord, qui est le tirage au sort. Qui est de dire, on tire au sort une partie des représentants. Donc c'est quelque chose qui est étudié sérieusement par des spécialistes de sciences politiques. C'est quelque chose qui a été en vigueur. Donc dans la Grèce antique, qu'on décrit comme étant le berceau de la démocratie, à juste titre. Mais la démocratie, c'était quoi? Alors il y avait des élus. Il y avait 2 types de postes où les gens étaient élus. C'était l'armée et les comptes publics. On disait là, on va élire les gens en fonction de leurs compétences. Tout le reste, ceux qui faisaient la loi, ceux qui rendaient la justice, c'était des tirés au sort. Même chose dans les cités-États italiennes de la fin du Moyen-Âge, début Renaissance. Vous aviez aussi du tirage au sort. Alors là, c'était pas la même motivation, c'est parce que vous aviez plusieurs grandes familles qui se partageaient le pouvoir. Et donc on disait arbitrairement, bah là on tire au sort, ça va être vous qui allez commander, et puis X années plus tard, on tire au sort, ça va être vous, etc. Ça évitait les conflits en fait. Et c'était d'ailleurs un mélange de tirage au sort et d'élections assez compliqué. Mais toujours est-il que ça a déjà existé dans l'histoire, que ça existe encore aujourd'hui. Les jurés d'assises sont tirés au sort. Alors qu'ils ont à juger d'affaires qui sont quand même... on peut être sur des affaires de meurtre, des choses comme ça. Hein. Et donc on fait confiance à des gens tirés au sort, mais en disant, bah oui, on va bien les encadrer. Il y a des avocats qui vont expliquer le dossier, qui vont expliquer les différents points de vue, et ça va bien se passer. Et plus près de nous et plus près du sujet de la transition, bah, la Convention citoyenne pour le climat. C'est des citoyens tirés au sort qui, à l'arrivée, alors encadrés par des experts, etc., pas livrés à eux-mêmes, ils ont passé du temps, ils ont débattu entre eux, ils ont réussi à aboutir à une liste de propositions beaucoup plus pertinente que ce qu'ont fait tous les exécutifs élus des 40 dernières années. Donc ça, c'est quand même un exemple que des gens tirés au sort ne vont pas faire complètement n'importe quoi, et sur un sujet extrêmement complexe, un sujet scientifique qu'il faut arriver à s'approprier. Alors évidemment, leur liste de propositions a derrière été censurée par l'exécutif, c'est-à-dire qu'une partie a été écartée, mais il ne tient qu'à nous de changer les règles du jeu de la Constitution pour qu'on ait typiquement une assemblée tirée au sort qui ne puisse pas être censurée par l'exécutif. Ça, c'est une question de règle du jeu. Là, ça a été orchestré comme ça par l'exécutif en disant bah, y a une assemblée tirée au sort qui va faire des choses sur le climat, et moi je dirais oui ou non à la fin. Il faut qu'ils aient un pouvoir réel, non censurable par l'exécutif. Et alors effectivement, après jusqu'où on va là-dedans, moi je ne suis pas non plus pour qu'il y ait que du tirage au sort. Moi, dans mes livres, j'imagine une situation où on aurait par exemple une Assemblée nationale qui resterait élue, parce que je pense que c'est bien aussi d'avoir des partis qui représentent des traditions historiques et intellectuelles, et en face on aurait un Sénat qui serait remplacé par ce que j'appelle une chambre du peuple qui serait tirée au sort. Et les deux échangeraient. C'est-à-dire que si les élus commencent à faire un peu n'importe quoi, à ne plus respecter l'intérêt général, les tirer au sort pourraient les recadrer. Et inversement, si les tirés au sort commencent à partir dans tous les sens, bah, les élus pourraient aussi réorienter. Donc il y aurait comme ça une dialectique entre les deux.
Donc voilà. Mais là encore, on est quand même toujours dans la représentation, c'est-à-dire qu'il y a encore des représentants qui sont tirés au sort et pas élus, mais il y a des représentants. On peut aussi aller sur quelque chose d'encore plus direct, à savoir le référendum, où là, vous ne votez pas pour un élu qui ensuite votera des lois, vous votez directement pour des lois. Donc là, c'est l'intervention quelque part la plus directe possible. C'était notamment au cœur des revendications des Gilets jaunes, avec le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Parce qu'aujourd'hui, le référendum, ça existe. Mais simplement, il est à l'initiative de l'exécutif. C'est le président qui décide de faire ou pas un référendum. Et donc, généralement, il n'en fait pas. Puisque, quand il en fait un, généralement, si le président en question est populaire, les gens votent non, quelle que soit la question. Donc, là, l'idée, ça serait de dire que si, sur un sujet, il y a un certain nombre de citoyens qui, via une pétition officielle, disent « on veut voter là-dessus », le texte est soumis à référendum. Et donc, toute la population vote pour ou contre. Donc, ça peut être pour adopter une nouvelle loi, ça peut être pour censurer une loi existante, ça peut être pour changer la Constitution ou pour révoquer un élu. Il y aurait 4 sortes de RIC dans ce qu'imaginaient les Gilets jaunes. Avec potentiellement des seuils différents. Pour changer la Constitution, on imagine bien qu'il ne faudrait pas juste une pétition de 3 personnes pour qu'on vote tous les 4 matins pour la Constitution. Là, il faudrait un seuil assez élevé. Pour une loi, pour une simple loi, le seuil pourrait être plus bas. Et puis, dernier aspect sur cette partie démocratie, le système médiatique. Parce que tout ce qui précède sera inopérant si les gens ne disposent pas d'une information de qualité. Pour que les gens votent, entre guillemets, pour les bons élus, pour que les tirés au sort puissent délibérer sur des bonnes lois, ou pour que lors de RIC, les citoyens votent sur quelque chose de pertinent, ben encore faut-il être bien informé. Donc ça veut dire que la question du système médiatique est absolument centrale. Le système médiatique aujourd'hui, ça a été bien documenté, malheureusement, et en tout cas les gros médias, sont concentrés entre quelques mains, dans les mains de quelques milliardaires, pour faire simple. C'est typiquement le groupe Bolloré, voilà, c'est des groupes médiatiques comme ça, qui évidemment n'ont pas une vision neutre de l'information. Évidemment. Ça veut pas dire que tout est à jeter forcément dans les contenus qu'ils produisent, mais clairement ça n'est qu'une vision du monde. Donc comment on peut améliorer ça? Parce qu'inversement, on ne va pas interdire les médias privés et faire juste un média qui dépend de l'État. Parce que là, c'est ce qui est en vigueur dans la dictature, pour le coup. Ça serait très problématique aussi d'avoir un média soumis aux politiques. Même que c'est problématique aujourd'hui d'avoir des médias soumis aux milliardaires. Donc comment on fait? On se dit, enfin, moi ce que je me dis, c'est ce qui est pas mal, c'est les médias indépendants. Il y a un peu de tout dans les médias indépendants. On peut avoir le pire comme le meilleur, mais vous avez des médias indépendants de grande qualité.